Bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci de prendre ce rendez-vous de votre émission Que dit la presse. Nous sommes au mercredi 17 décembre 2025. Nous commençons tout de suite par la une des journaux. Le Béninois libéré, interpellation pour flagrant délit d'apologie de coup d'État. Le député sous nom Bouquet risque la prison. Maintenance de la plateforme EducMaster, une cotisation de 50 francs par élève qui divise le ministère et les acteurs du système éducatif. La boussole, affaire de la mutinerie déjouée au Bénin. Après l'éclou de 31 suspects, l'enquête s'élargit à un député LD et une journaliste. Coup d'État manqué au Bénin. Le Parlement de la CEDEAO condamne et soutient Talon. Ville africaine plus propre, la percée remarquable de Cotonou. Matin libre, Bénin, Patrice Talon à l'heure du bilan. Coup d'État manqué, 30 militaires et un civil écoutés puis déposés. Mairie de Savè, Denis Oba Tchabi, grand officier de l'ordre national, législatif et communal. Dans Bogou et la Liborie, la Sénat réceptionne les isoloirs des postes de vote. L'emblème du jour, élection communale et législative de 2026, zéro photo sur les affiches de l'Union progressiste Le Renouveau. Le pays émergent, landerneau politique béninois, d'après Sossou, un visionnaire discret, un député souvent incompris. Fin de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO, d'importantes recommandations formulées en faveur du Bénin. Affaire tentative de putsch au Bénin, le député LD sous nom Bouquet Soumaïla interpellé. Le matin, tentative de coup d'État déjouée, 31 suspects écroués, la justice enclenche la riposte pénale. Interpellation du député sous nom Bouquet Soumaïla, les démocrates parlent d'atteinte grave à la démocratie. Dialogue constructif avec la jeunesse de Ouida, le gouvernement réaffirme son engagement à informer et à écouter. Le potentiel, immunité parlementaire et procédure pénale, Sounen Bouquet interpellé le flagrant délit qui fait tomber la protection parlementaire. Deuxième tournée statutaire au titre de l'année 2025. Le préfet Milorin appelle à l'Union pour le développement local. Le 109, après son élévation au grade d'officier de l'Ordre national du Bénin, humilité, gratitude et engagement, les mots forts du maire de Porte-Nouveau, Charlemagne Nyankoti. Élection de janvier 2026 dans la 21e circonscription électorale, la FCVE présente ses candidats et sonne la mobilisation à Ifeanyi. Et nous bouclons avec le quotidien Le Télégramme. Élection générale de 2026. La Sénat entame le colisage du matériel électoral. Réception du matériel électoral dans le Bogou et la Liborie, signale le quotidien. Mutinerie déjouée au Bénin. 31 militaires et un civil déposés en prison. Enquête sur le coup d'État déjoué toujours dans les colonnes du quotidien Le Télégramme. Le député LD sous nom Bouquet Soumaïla interpellé. Viol sur mineur. Constantin Amoussou condamné à 8 ans de prison. C'est donc sur le quotidien Le Télégramme que nous bouclons cette première partie de votre émission Que dit la presse. Nous marquons une courte pause, le temps pour nous de retrouver les confrères pour l'instant débat. Que dit la presse? Que dit la presse? Retour en studio ce matin pour le décryptage de l'actualité politique. Pour cet exercice, j'ai 3 confrères en studio avec moi. Vigile Avancé, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Fidèle Vaudounon, directeur de publication du quotidien L'Express. Fidèle, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous les amis internautes. 3e débatteur au bout de la ligne, Rudolf Kahl. Rudolf, bonjour. Bonjour à vous Samuel et bonjour aux confrères présents en studio. Vigile Avancé, le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest appelle le gouvernement et les institutions républicaines à l'organisation des élections inclusives et consensuelles. Ça, c'est ce qui ressort de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2025 du Parlement de la CEDEAO. Cette décision ou ces recommandations vous surprend-elle? Non, je ne suis pas surpris. C'est, comment dire, en droite ligne donc de ce qui a précédé, donc on va dire cette décision-là ou cet appel, à savoir le coup d'État qui a été fermement condamné également par la tentative de coup d'État, j'allais dire, qui a été fermement condamné par le Parlement de la CEDEAO.
le Parlement qui a réaffirmé son soutien au gouvernement béninois par ailleurs, mais en même temps invite le même gouvernement à initier un dialogue devant aboutir à des élections inclusives et inclusives, oui, devant associer tous les acteurs politiques, tous les pans de la classe politique béninoise. Donc pour moi, c'est une question de logique. On parle directement de la légitimité de l'intervention du Parlement de la CEDEAO avec vous, Fidèle Vodouno. La CEDEAO ou ce Parlement de la CEDEAO est-il dans son rôle en se prononçant sur le processus électoral béninois qui quand même est déjà dans sa ligne droite, bientôt la campagne ouverte? Merci. En attendant d'avoir la portion qui traite particulièrement du Bénin par rapport à ces recommandations de la CEDEAO, je voudrais noter que ces recommandations ne s'adressent pas exclusivement au Bénin. Si j'ai les mêmes conclusions que vous sur ce sommet de l'instance régionale. C'est une recommandation ou un ensemble de recommandations qui s'adressent à l'ensemble des pays et plus particulièrement aux pays dans lesquels le processus électoral soit en cours, soit attend d'être donc enclenché. Donc, je ne me retrouve pas clairement dans cette recommandation qui serait exclusivement adressée au Bénin. En fait, non, si vous permettez, c'est exclusivement adressé au Bénin. Le document est intitulé, je le lis, Résolution éco-Nyanya du Parlement de la CEDEAO condamnant la tentative de coup d'État en République du Bénin et soutenant le déploiement des forces en attente de la CEDEAO. C'est ainsi que c'est intitulé. Si vous voulez, l'alinéa qui parle de cette recommandation-là, c'est en 4, invite le gouvernement béninois et toutes les institutions républicaines du pays à engager un dialogue politique large avec toutes les parties prenantes de la scène politique béninoise afin de mettre en place un processus électoral inclusif et consensuel conformément aux textes communautaires pertinents, notamment le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001. Voilà. Rudolph? Il faut faire la part des choses. Je pense que Fidèle Vodouno est en train de parler des décisions du 68e de la conférence des présidents. Sommet du 68e sommet des chefs d'État et de gouvernement, qui s'est donc tenu dimanche dernier, le 14 décembre, à Abuja. Il ne faut pas confondre avec cette résolution du Parlement de la CEDEAO. Ce sont deux organes différents de la même institution. Ce dont nous parlons, c'est une résolution du Parlement de la CEDEAO, et ce dont Fidèle parle, c'est le communiqué final du dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO. C'est deux choses différentes. Cette résolution a été prise par le Parlement le 12 décembre, donc 2 jours avant l'ouverture du sommet des présidents. Fidèle Vodouno, donc le débat est relancé. Est-ce que le Parlement de la CEDEAO devait se prononcer sur un processus déjà enclenché au Bénin? Merci. Je crois que c'était important qu'on lève cet équivoque-là pour pouvoir faire le distinguo entre ce qui est dit par le Parlement avant ce sommet et ce qui est dit par la conférence des chefs d'État par rapport donc au processus électoral en cours dans l'espace. Cela dit, sur votre question, oui, je pense que l'institution est en droit de se prononcer sur les processus électoraux de façon générale, parce que dans tous les cas, il s'agit d'une composante essentielle donc de la CEDEAO pour ce qui concerne le fonctionnement en termes de démocratie, de paix et bien évidemment en lien avec les élections. Pour ce qui concerne le Bénin, ce que vous soupçonnez, me semble-t-il, c'est de mettre donc ces résolutions en parallèle avec le niveau d'évolution du processus électoral pour ce qui concerne donc le Bénin. Là-dessus, je pense que ça se passe de commentaires. Nous sommes à quelques semaines, je vais dire ça comme ça, des élections législatives et communales qui vont se dérouler en janvier 2026. Alors, il faudra donc comprendre la quintessence de cette résolution-là
à l'aune bien évidemment de là où nous on en est au Bénin par rapport à notre processus électoral. La question liée au caractère inclusif, on y reviendra. Voilà, et autres, c'est des questions qui n'ont pas été pour autant occultées depuis l'amorce donc de ce processus. Donc il me semble que ça demeure dans cette droite ligne et tout dépendra par la suite de comment chacun appréhende cette résolution par rapport à ce qui fait l'actualité au Bénin, par rapport à l'évolution du processus électoral. Donc pour moi, oui, l'institution en droit de faire ces résolutions. La question est de savoir si on doit comprendre donc ces résolutions purement par rapport au premier degré, par rapport aux questions soulevées en lien avec l'évolution du processus électoral au Bénin. Rudolf Kall, pourquoi cet appel intervient-il maintenant à 5 semaines des élections générales de 2026? Oui, bien évidemment, c'est à cause de la tentative de coup d'État qu'il y a eu au Bénin. L'Assemblée, le Parlement de la CEDEAO était en session et ne pouvait ne pas en parler. Ils en ont parlé, et ça a fait l'objet de choses de discussion et finalement cette résolution est sortie. Alors, qu'est-ce qu'une résolution du Parlement de la CEDEAO? Le Parlement de la CEDEAO, il faut le rappeler, c'est comme un organe consultatif au sein de l'organisation qui n'a donc aucun pouvoir. Voilà un Parlement qui n'a pas la possibilité de légiférer, un Parlement qui ne peut pas voter le budget de l'organisation. C'est un organe en quelque sorte cosmétique dont les résolutions n'ont aucun pouvoir. Le Parlement de la CEDEAO prend des tas et des tas de résolutions quand elle a ses sessions, mais bon, on n'en entend presque jamais parler. On parle de cette résolution aujourd'hui parce que ça concerne le Bénin, oui. Chaque fois qu'ils se réunissent, ils prennent des tas et des tas de résolutions comme ça. C'est une sorte de recommandation, comme vous l'avez dit dès le départ, donc Samuel, et ça ne s'impose pas au Bénin. Ça ne s'impose pas au Bénin. Les autorités peuvent ne pas l'appliquer, mais on en parle dans la presse parce que, quelque part, c'est ce que nous attendons dans ce pays. Il y a un protocole additionnel de la CEDEAO qui demande de ne pas modifier les règles du jeu électoral à moins de 6 mois des élections. C'est vrai qu'il y a eu un changement, une modification dans la constitution béninoise. On peut dire que ça ne concerne pas directement les lois électorales. Mais le point où on dit que les mandats électifs ont été modifiés, aussi bien du président de la République, des députés que des élus locaux, là, ça tombe sur le coup de la loi électorale, ce que interdit par ailleurs ce protocole additionnel de la CEDEAO. Donc, dans cette résolution, les parlementaires de la communauté rappellent au Bénin que normalement, on ne doit pas toucher aux règles du jeu électoral à moins de 6 mois des élections. Et quand on modifie la Constitution et qu'on touche au délai des élus, ça tombe sous le coup de la loi électorale. Donc, quelque part, c'est un signal que le Parlement de la CEDEAO envoie au Bénin. Ce qui est regrettable, à mon avis, c'est que nulle part dans le communiqué final de la CEDEAO, du sommet donc des chefs d'État qui s'est tenu dimanche dernier, on a évoqué les causes qui amènent les militaires à tenter des coups d'État dans nos pays. Moi, je veux être clair, le coup d'État, ce n'est pas une bonne chose. Je prends toujours l'exemple de ce qui se passe actuellement en Guinée. Le 5 septembre 2021, quand le colonel Doumbouya prenait le pouvoir en Guinée, il a fait des déclarations très fortes. La Guinée est une belle fille. Il faut cesser de la violer, il faut lui faire l'amour. Voilà en substance ce qu'il disait. Tous les Guinéens applaudissaient. Aujourd'hui, où en sont-ils? Moi, j'ai plein de confrères qui sont des amis, qui sont portés disparus en Guinée au moment où nous parlons. Plus d'1 an, on ne les retrouve pas, on n'a aucune nouvelle d'eux. Il y a des acteurs de la société civile qui sont disparus. Alors, le coup d'État, voilà ses conséquences. Mais quand on ne peut pas le souhaiter. Mais quand vous avez un peuple qui a étouffé, qui ne sait pas à quel sein se vouer, même si le diable, dans tous ses apparats diaboliques, vient à lui pour lui tendre la main, il va saisir sa main sans penser aux conséquences. Voilà ce que c'est les coups d'État. Bon, vous avez dans nos armées des gens qui sont assoiffés de pouvoir et qui n'attendent que la moindre occasion pour passer à l'acte parce qu'ils ont les armes à leur disposition. Si le jeu électoral ne permet pas au peuple de s'exprimer librement, vous donnez
des arguments à ces assoiffés de pouvoir de passer à l'acte. Et dans les premiers moments, ils seront applaudis par les peuples. Mais après, on se rend compte qu'on a quitté le mal pour passer au pire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour évoquer ça? Respect du jeu électoral. Il y a des tests de la communauté qui ne sont pas respectés. Mais curieusement, les chefs d'État, quand ils se réunissent, ils n'en parlent pas. Ils nous disent qu'ils ont envoyé des forces pour sauver la démocratie. Mais bon, en amont, il faut mettre le doigt sur le curseur et dire à ces dirigeants de faire un effort pour respecter les règles démocratiques. Et puis, on va éviter les coups d'État. Imaginez au Bénin que le parti le plus représentatif de l'opposition soit admis à aller aux élections. Aussi bien les élections municipales dont il a été exclu, et puis la présidentielle à laquelle il ne participe pas. Vous pensez que si ce parti était en jeu, on serait en train de parler aujourd'hui de coup d'État ou de tentative de coup d'État? Je pense que non. Et si ça advenait, c'est le peuple qui va sortir spontanément pour demander à ses militaires de retourner dans les casernes et de le laisser décider de la suite. Vous voyez un peu? Donc, quand on noyaute tout, ça donne des arguments, ça donne des raisons à des assoiffés de pouvoir de passer à l'acte. Et malheureusement, la CEDEAO n'a pas placé un mot sur les causes des coups d'État dans nos pays. C'est pour ça qu'on dit que c'est un organe, c'est une institution qui ne ressemble pas, ou du moins qui ne reflète pas la volonté des peuples. Depuis des années, dans nos pays, on demande à cette organisation d'avoir un œil sur le verrouillage qu'on observe de plus en plus dans la sous-région, du jeu électoral surtout et du jeu démocratique. Mais bon, malheureusement, apparemment, ils ne sont pas du tout préoccupés parce que d'une manière ou d'une autre, quand ça ne les arrange pas, ils peuvent décider de ce qu'ils veulent et puis imposer leur volonté au détriment des règles et libertés démocratiques. On en est là où on en est malheureusement, mais bon, cette organisation, elle continue dans sa grande hypocrisie. On ne sait pas forcément où ça va nous mener. Rudolf Kall, je vous relance, mais si la conférence des présidents de la CEDEAO se prononçait sur les causes évoquées par ces mutins, est-ce que là on n'institutionnalise pas le fait de prendre des armes pour chasser un président? Non, on n'institutionnalise rien du tout. Moi, je n'ai pas demandé au Parlement de la CEDEAO d'évoquer les causes évoquées par ces mutins. C'est pas là le point de mon débat. Je dis, tous ont vu ce qui se passait dans ce pays, où une opposition a crié au scandale, dénonçant un code électoral qui ne permet pas à la population, au peuple de s'exprimer librement. Ça, ce n'est pas les mutins. Les mutins s'en sont servis juste comme une raison pour passer à l'acte. Sinon, à corps et à cri, l'opposition le dénonçait, la société civile le dénonçait. Mais bon, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? On laisse le cas du Bénin, où heureusement le coup d'État n'a pas réussi à échouer. Et on va en Guinée-Bissau, où le coup d'État, par contre, là, a réussi. Vous avez la Guinée-Bissau où les forces, la CEDEAO a prépositionné des militaires depuis 2012, une force de stabilisation censée protéger les institutions du pays. Mais le président Umaro Sissoco Embalo est allé aux élections en 2023, aux législatives, et son camp a perdu les élections quelques mois après. Comme c'est l'opposition qui a pris le pouvoir, parce que c'est un régime parlementaire, c'est le parti qui gagne les élections législatives, qui est chef du gouvernement, qui nomme le Premier ministre. Comme c'est l'opposition qui a gagné les législatives, ce président a décidé simplement de dissoudre l'Assemblée nationale, d'imposer sa loi en lieu et place de ce que les lois du pays prévoient. Il dissout l'Assemblée nationale, il renvoie le Premier ministre qui a été désigné par le président, le parti qui a gagné les élections législatives. Les forces de la CEDEAO sont là censées protéger les institutions. Elles n'ont rien fait. Et puis on est allé aux élections. Et patatras, un coup d'État est advenu. Jusqu'à présent, entre-temps, la CEDEAO a envoyé une mission pour écouter les partis parce qu'on sentait que l'atmosphère était devenue de plus en plus invivable, mais le président a éconduit cette délégation de la CEDEAO et il l'a proclamé fièrement. Et pourtant, c'est l'un des présidents qui est monté au créneau quand il y a eu le coup d'État
comment dit-on, au Niger. Donc, la CEDEAO n'a rien dit sur les causes qui ont provoqué le coup d'État en Guinée-Bissau. Mais bon, aujourd'hui, elle bombe le torse, elle prouve qu'il faut aller à une transition courte. Donc, c'est une vaste hypocrisie que cette organisation doit cesser si vraiment elle veut maintenir la paix et sauver ce qui reste de la démocratie dans la sous-région. Parce que déjà, nous sommes assaillis par les terroristes qui ne cessent de gagner du terrain. Il faut que cette organisation prenne les décisions qu'il faut pour sauver le peu qui reste de la démocratie dans la région. Vigile Arancet, pourquoi maintenant? Or, ce Parlement a quand même eu l'occasion d'être au Bénin lors de la session budgétaire de l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas évoquer ces questions sur le territoire béninois en amont, avant que le processus électoral ne soit en plein? Je ne crois pas que ce soit le procès qui vaille en ce moment. Déjà, quand vous comparez le comportement donc de la conférence des présidents à celui donc du Parlement, je crois qu'on leur doit une fière chandelle. L'essentiel est que cet appel-là soit lancé aujourd'hui, et cet appel, Rudolph l'a dit, a été également lancé parce que il y a eu ce incident, j'allais dire, cette tentative de putsch-là. Donc, l'essentiel est que cet appel soit lancé et faire remarquer que, eh bien, cela vient comme pour mettre davantage en exergue cette hypocrisie-là des chefs d'État, parce que, il faut le dire net, c'est là surtout qu'on aurait attendu, parce que c'est les chefs d'État de la CEDEAO, c'est la conférence des présidents qui est sur la sellette, qui est à l'exécutif, on va dire, et qui d'ordinaire traite de ces sujets-là, qui d'ordinaire attaqué à bon droit d'ailleurs, comme syndicat donc des chefs d'État. Ils auraient même pu mettre un peu de vernis à cette hypocrisie légendaire, en évoquant le sujet, même sans y croire, même sans rien faire pour, n'est-ce pas? Moi, je retiens plutôt que, eh bien, ce qu'a fait le Parlement de la CEDEAO à travers cette résolution, cela met en exergue, n'est-ce pas, eh bien, cette faille, cette hypocrisie, donc, de la conférence des chefs d'État. Fidèle Vaudounon, on parle d'élections inclusives. Je ne voudrais pas faire le procès de la CEDEAO. Du Parlement de la CEDEAO. De la CEDEAO de façon générale, aussi bien le Parlement que la Commission, pour dire que, sinon que je pense que celui ou l'instance qui me semble être plus dans la réalité, c'est encore la conférence des présidents, qui tient compte, en tout cas, de l'évolution du processus au Bénin. Le Parlement de la CEDEAO, me semble-t-il, fait un peu comme à l'image de nos parlements, dans une large mesure, où, bon, on essaye de faire comme on peut, en situation, sans tenir compte véritablement de la réalité. Mais je voudrais nuancer sur la question du Bénin, de ce que moi j'appelle la tentative de mutinerie au Bénin. Quand vous analysez un peu les quelques bribes qu'on a eues, des réclamations, entre guillemets, des mutins, ça n'a rien de profond, très honnêtement. Si on devrait tabler sur ça pour estimer qu'il faille l'identifier ou les identifier comme les causes probables, les motifs d'un push, non, moi je dis que il y a eu une petite délinquance, heureusement vite éteinte, et qui n'a véritablement pas de fond par rapport à la question même des motifs dans la sous-région de coup d'État. Parce que chez nous, tout ce que Rudolph Kahl a rappelé tout à l'heure dans le contexte voisin, n'ont pas véritablement de similitude réelle avec ce que nous vivons au Bénin, où on peut trouver à en redire sur je ne sais pas, la majorité hermétique au Parlement, mais le débat se fait ici quand même. Il y avait un débat. On parle de la modification de la Constitution. Le débat est en cours. Ouais, le débat est en cours. Donc on ne peut pas comprendre que pendant que le débat est en cours, toutes les questions évoquées font déjà l'objet de débats dans le pays, de toutes les parties prenantes. Donc on n'est pas dans un contexte de, je sais pas, ce que nous appelons ici abusivement caporalisation du pouvoir. Ici, la caporalisation du pouvoir, on ne serait pas en train de faire ce débat, comme j'ai l'habitude de le dire souvent. Donc, les espaces d'expression existent bel et bien au Bénin.
les récriminations sur le processus électoral sont symptomatiques de notre palabre, pour parler comme nos frères ivoiriens de tous les temps. Donc, il n'y a véritablement pas de raison à ce coup de force que nous avons observé au Bénin le 7 décembre passé. Alors, pour en revenir à la question du Parlement de la CEDEAO, je pense que me semble-t-il, des résolutions en déphasage avec la réalité actuelle du processus électoral en cours au Bénin. Et je voudrais rappeler que le Parlement a certainement eu le temps de consulter, parce qu'il y a aussi des députés, des démocrates. Il y a un seul député des démocrates. Non, mais dans tous les cas, ils n'ont pas tous besoin d'être membres donc de ce Parlement avant d'être au courant, avant d'être consultés dans une certaine mesure. Même si c'est une seule personne, je pense qu'il prend langue quand même avec les autres députés avant de porter leurs opinions là-bas. Et si c'était même pas le cas, eux-mêmes en tant que députés, ils ont quand même des tuyaux avec leurs collègues de la sous-région. Donc, on est au courant, a priori, je veux dire, le Parlement est au courant a priori du processus qui nous a amenés là. Moi, je trouve que ce n'est pas exactement juste de dire que, bon, voilà, les démocrates ont été écartés comme nous le disons souvent. Pas du tout. Nous avons tout suivi ici. Nous avons suivi un processus électoral dans lequel des mesures ont été annoncées, des critères ont été élevés et n'ont été aucunement respectés à l'arrivée. Pour ce qui concerne, par exemple, le Parti Les Démocrates. Ça, c'est des faits, par exemple, dans notre pays. Donc, on ne peut pas tabler sur les errements, ce que je peux appeler le méli-mélo, le désordre interne d'une formation politique pour justifier un coup de force, en réalité qui n'était qu'une occasion, comme disait Rudolf Karl, pour ces militaires de trouver quand même une fissure et de s'y engouffrer. C'est à tout le moins ce qu'on pourrait dénoncer. Mais pour ce qui est du processus, pour ce qui est des différents faits que nous avons pu observer jusque là où nous en sommes aujourd'hui dans le processus électoral, il me semble abusif de dire de go que bon voilà, c'est parce qu'il y aurait l'opposition aurait été écartée et ci et ça que nous en sommes arrivés là, ou que des soldats mutins ont tenté bien justement de bouleverser l'ordre constitutionnel. C'est ça la réalité. Et moi je pense que le Parlement de la CEDEAO, pour ce que je viens de découvrir, il faut être honnête là-dessus, ce que je viens de découvrir ne me semble pas totalement en phase avec ce qui se passe actuellement au Bénin. Parce que ce qui s'est passé ici dimanche 7 décembre 2025, ce n'est pas chez nous, comme on dit, du Caleta. Ce n'était pas, c'est pas quelques enfants qui se sont fâchés et puis voilà, non. Il y a eu quand même des actes, il y a eu des morts. Et ça, ce n'est pas rien. Et là-dessus, il faut déjà le reconnaître. Bon, nous, on a souvent la faiblesse de voir le verre à moitié plein. Il faut avoir quand même l'honnêteté de reconnaître que ceci aurait suffi au président de la République de remettre en cause le processus électoral et pourquoi pas de se taper même 7 fois 7 ans que nous remettons en cause aujourd'hui. Mais heureusement que nous avons affaire à un président qui garde la tête sur les épaules pour dire que le processus doit pouvoir évoluer et se donner les moyens qu'il faut pour garantir quand même la sérénité durant donc ce processus-là. Donc pour moi, la commission, me semble-t-il, la conférence des présidents, me semble-t-il, est beaucoup plus dans la réalité de l'actualité béninoise et que le Parlement, bon, ça reste quand même le Parlement, on peut comprendre les résolutions, quoique consultatives, sont quand même, ces résolutions, je disais, sont quand même symboliques. C'est symbolique, ça reste quand même pour l'histoire, ça reste aussi pour l'orientation, pourquoi pas, parce que dans tous les cas, ce n'est pas des choses qui tombent dans les oreilles dessous. Nos gouvernants, les partis politiques, mouvances comme opposition sont au courant et devraient pouvoir s'en inspirer. Mais moi, je suis ferme sur une chose et je finirai là-dessus. Il n'y a pas question qu'on ouvre des discussions à l'aune de cette mutinerie-là. Ça n'a aucun sens et ça
ne devrait à aucun moment orienter la vie politique de notre pays. On trouvera des cadres, et ces cadres existent déjà par ailleurs, pour parler. On donc, reviendra sur pour moi, il n'y a même pas matière à polémique sur le fait que cette mutinerie ne peut et ne doit pas orienter le débat politique. Rudolph Kall, quand vous suivez un peu l'actualité au Bénin, vous voyez le jeu électoral tout de moins ouvert aux dits des acteurs qui organisent les élections au Bénin. Le Parlement de la CEDEAO, quand il parle d'élections inclusives et consensuelles, que recouvre concrètement cette notion pour ce Parlement? Samuel, avant de répondre proprement à votre question, vous me permettrez de placer quelques mots sur le dernier développement de Fidel. Actuellement, bon, je voudrais préciser cette résolution du Parlement de la CEDEAO, son titre, je vous donne encore son titre, résolution du Parlement de la CEDEAO condamnant la tentative de coup d'État en République du Bénin et soutenant le déploiement des forces en attente de la CEDEAO. Donc, il faut être clair. Le Parlement a condamné la tentative de coup d'État et a soutenu le déploiement de la force en attente. Donc, mais le Parlement, dans ces points, il y a au total 6 points. Le point où le Parlement commence à faire des recommandations au gouvernement béninois, c'est à partir du point 4, où le Parlement demande donc des élections inclusives. Quand mon confrère Fidel me dit que le Parlement n'est pas dans la réalité, c'est comme s'il n'a pas suivi l'actualité sur les chaînes internationales à l'issue du coup d'État. Partout où les gens parlent de ce coup d'État, ils évoquent les raisons. Je ne dis pas ici que c'est l'exclusion de l'opposition la plus significative qui a été la principale raison qui a conduit au coup d'État. Non, les militaires ont listé plein de points et ça ne fait partie, et ce n'est qu'un point parmi tous les points qu'ils ont listés. Mais quand les analystes sont intervenus sur les chaînes internationales pour décrypter notre coup d'État, tous ont reconnu qu'il y a une sorte de verrouillage du jeu démocratique au Bénin et que ça aurait pu servir à ces militaires-là d'argument pour passer à l'acte. On ne soutient pas, on est clair. Mais c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Bon, est-ce qu'il faut arrêter le jeu électoral? Ce n'est pas ma position, mais il est temps qu'on s'asseye pour relancer le jeu démocratique au Bénin. Moi, je suis citoyen béninois. Il y a eu cette tentative de coup d'État. Il y a des forces étrangères qui sont venues nous appuyer. Et je vous dis, je ne suis pas fier quand je vois dans les débats sur les réseaux sociaux les soutiens du régime togolais qui rappellent aux citoyens béninois que eux, le Togo, ils sont un pays souverain qui n'ont pas besoin de forces étrangères pour venir assurer leur sécurité. Ça me fait honte en tant que Béninois. On n'avait pas besoin d'aller jusque-là. Et si c'est le Togo qui nous dit ça, c'est qu'on est tombé très bas. Ils disent que, bon, nous autres au Bénin, on n'a pas les capacités d'assurer notre sécurité et que ça, quand ça chauffe, c'est la CEDEAO qui vient nous aider. Est-ce qu'on avait besoin d'aller jusqu'à cette extrémité si on laissait le jeu démocratique s'exprimer? Non, ça, c'est des réalités. Et bon, on peut dire tout ce qu'on veut ici à l'interne, mais malheureusement, les caméras de la communauté internationale sont désormais braquées sur le Bénin. Il y a quelques jours, le Bénin était un exemple que les activistes voulaient visiter, que les Bénin... Mais malheureusement, ce coup d'État a sorti l'État que nous tentons de protéger, de cacher depuis tant d'années. Est-ce qu'il faut continuer dans cette voie ou bien on s'assoit finalement pour essayer de se parler en tant que frères béninois, de recoller les morceaux, de plâtrer, non pas de plâtrer, de trouver des solutions idoines pour colmater les fissures qu'il y a dans notre tissu social? C'est ça la vraie question. On ne va pas continuer à se mentir nous-mêmes parce que ça nous conduit tout droit dans le mur. Ceux qui n'ont pas la possibilité ou du moins ceux qui n'ont pas l'honnêteté de le reconnaître, quand vous êtes en train de masquer la réalité, un jouet va vous taper droit dans le visage et vous n'aurez plus la possibilité de vous relever. Et c'est ce que nous demandons qu'on puisse éviter avant qu'il ne soit tard. Vous voyez, les forces de la CEDEAO qui sont là, on les remercie d'avoir permis de sauver la démocratie. Parce que, bon, je ne sais pas si ces militaires avaient pris le pouvoir le 7 décembre dernier. Vous et moi, on serait ici en train de tenir ce débat-là maintenant. Ce n'est pas souhaitable, les coups d'État. Certes, il y a certains dans le pays qui se sentent très étouffés et qui pensent que le coup d'État pourrait être une solution, mais très vite, ils vont déchanter quand ça va advenir. Mais
Pour que ça n'arrive pas, il faut qu'on se dise les vérités et qu'on cesse de se mentir. C'est ce que moi je pense. Mais vous voudrez bien me rappeler votre question, Samuel. Est-ce que là, le Parlement de la CEDEAO ne reprend pas l'inconséquence des acteurs politiques de l'opposition ou, je vais dire, l'inorganisation au sein de la classe opposante au régime de Patrice Talon? Moi, je pense que ça, c'est des accusations très faciles. Hein. Nous sommes dans un régime présidentiel où celui qui est aux affaires a tous les pouvoirs. Défaire une opposition ou faire d'une opposition ce qu'il veut. Au Sénégal, il y a une phrase célèbre du président Macky Sall quand il est arrivé au pouvoir et que l'opposition a commencé un peu à lui créer des problèmes. Il avait dit qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. C'est de ça qu'ils sont aux affaires, qu'ils sont assis dans ce fauteuil-là. Et il a dit, il a fait. Il y a seulement eu un os dans sa gorge qui s'appelle Ousmane Sonko. Sinon, il avait défait tous les autres. Opposition, quand vous êtes aux affaires et que vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, on peut prendre toutes les lois pour amoindrir les pouvoirs de l'opposition. Mais il y a un facteur qu'on ne maîtrise pas toujours, qui est l'armée. Vous ne savez pas si elle est toujours tout le temps avec vous. Et même si elle était tout le temps avec vous, ceux qui mangeaient quand Oligui Nguema, qui était le président de la garde présidentielle, voulait faire un coup d'État à Ali Bongo le soir, la veille, peut-être ils étaient ensemble. Pour éviter ce cas de figure, je pense que la meilleure option, c'est de laisser la démocratie respirer. Moi, je continue de le dire. S'il y avait eu les démocrates dans ce jeu électoral aujourd'hui, vous et moi, on serait peut-être en fête, on serait sur le terrain, la campagne sur les chaînes internationales. Il faut suivre les débats. Moi, j'ai l'habitude de suivre ce que les gens disent de mon pays à l'international. Et comme je continue de vous le dire, ça ne me fait pas plaisir. Il y a quelques mois, le Bénin, c'était une sorte de vitrine où, tout le monde voulait venir visiter le Bénin. Les gens, moi, j'ai plein d'amis qui m'appellent. Et quand ils découvrent, mais ils se demandent, mais qu'est-ce qui a pu provoquer le coup d'État? Mais pourquoi ces militaires? Et pourtant, le Bénin est un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Mais quand vous leur expliquez un peu la situation politique, ils tombent des nues. Ils disent, on n'était pas informés que les choses se sont passées comme ça. Quand vous leur dites qu'il y a une révision de la Constitution qui a institué un Sénat sans au préalable un débat public, un débat populaire, ils sont surpris. Au Togo, tout près, quand il y a eu ce changement de régime qui a fait passer le pays du régime présidentiel au régime parlementaire, ça avait suscité un grand débat dans le pays parce qu'il y avait un avant-projet, un projet qui a été discuté dans l'opinion. Et les gens là-bas ont mis quand même les formes. À un certain moment, le président Faure a fait comme si il était, au pied de mur, qu'il n'y avait plus de possibilités pour lui. Il a demandé aux députés de reprendre le test, de le réajuster selon certaines demandes de l'opposition. Il y a quand même eu un débat dans le public. Mais cette fois-ci, on s'est réveillé un beau matin seulement, on nous a dit qu'on a un Sénat. Et ce qui a été le plus surprenant, dont on n'avait pas entendu parler la veille de cette révision de la Constitution, c'est que les mandats électifs ont été prolongés. Tout le monde était surpris. Est-ce que finalement, le peuple encore a une voix dans ce qui se passe dans le pays, ou bien c'est les dirigeants qui décident de là où ils conduisent? Donc, il y a tout ça. Et puis, moi, quand je discute avec les amis à l'international, je vous dis, ils sont surpris par ce qui se passe. C'est vrai que ces points-là, ça ne sortait pas du pays. Mais finalement, et malheureusement, les caméras sont braquées sur notre pays. Et il faut trouver un moyen, comme il a été le cas en 89, de montrer au monde entier que les Béninois ont des ressources pour se relancer quand leur système politique est essoufflé. C'est tout ce que nous demandons. Vigile avancé, le Parlement de la CEDEAO qui devient une caisse qui résonne au rythme des jérémiades des partis de l'opposition au Bénin. Je ne comprends pas votre question, ou du moins je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Dans tous les cas, vous savez, vous voyez, vous marchez sur les œufs. J'avoue, je confesse. Même moi, regardez les émissions telles qu'on les faisait. Vous parlez d'un sujet comme ça, c'est le Bénin, comment dit-on, en procès. Où allez-vous vous situer? Vous allez être le procureur de la République ou voilà, c'est ça aujourd'hui, ce que c'est que le Bénin. C'est dommage qu'on en arrive là. Et quand le contexte est celui-là, vous ne distinguez pas les aventuriers
des justiciers dans l'armée. C'est un peu de tout ça. Et c'est ça qui va approuver un coup d'État. Qui peut approuver un coup d'État? Ils en ont approuvé pourtant au Bénin. Hein. Ah non. Qui va en fait, ce qui s'est passé... On a vu des gens applaudir. Moi, des gens ont applaudi. D'accord. Des gens ont applaudi, mais ce n'est pas qu'ils approuvent forcément un coup d'État. Ah, mais qui applaudit, approuve, hein? Non. Moi, je ne crois pas. Moi, je distingue applaudir de crier son soulagement. Mais soulagement par rapport à quoi? Soulagement parce que, eh bien, toutes les solutions, toutes les solutions démocratiques, toutes les solutions conventionnelles n'ont pas marché, n'ont pas prospéré, ne prospèrent pas, n'ont plus le droit de citer. Donc, ce que vous dites, c'est vrai. Et chacun a son témoignage par rapport à ce 7 décembre. C'est juste que tout le monde n'est pas allé sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai rencontré un ami qui me contait, lui, sa journée du dimanche, là. Il était dans le bus, il a quitté Porto-Novo, il allait à Paracou. C'est arrivé aux encablures à Diongue et consort, qu'ils ont été informés de ce coup d'État-là avant d'arriver et les gens jubilaient, tout le monde criait, oui, Teka, ouais, maintenant c'est fini, on est délivré, tout ça là. Ils le disaient. Donc ce sont des gens passibles de la criette, par ailleurs. Arrivés à Savet, ils ont appris que Sénat flottait, que c'était pas ça. Et il faut venir aussi voir la désolation dans ce bus-là. Donc c'est comme ça. C'est comme cela. Vous savez que ce dont vous parlez là, et je parle à Fidèle, hein, Vodounon. Vous savez que même des militaires... Nous sommes tous là, aussi. Vous savez que même des militaires, des policiers sont inquiétés en ce moment parce qu'ils ont laissé exprimer leur joie. Donc, c'est dans tous les secteurs, c'est comme ça. Et quand ça se passe, la réponse, de mon point de vue, n'est pas on ne doit pas. Parce que tout ce que les poutistes ou les mutins sont venus dire sur le plateau de la télévision, c'est pas nouveau, pas du tout. Ils ont juste récupéré des revendications qui avaient cours. Alors, parler de ça, est-ce que c'est donner force aux mutins? Non. J'ai déjà dit ici que, connaissant Patrice Talon, il n'a rien à voir. Comme exactement Fidèle le dit, non, on ne fera rien de ce qu'ils ont dit. Je suis d'accord. Le connaissant, moi je parle d'illusion, n'est-ce pas? Sans doute, puisque n'oublions pas que c'est dans un contexte de fin de mandat, eh bien, il va partir, n'est-ce pas? Le pouvoir va revenir à son dauphin. Moi, je ne suis pas hypocrite à dire... C'est pas encore évident, il faut attendre les élections. Mais ça a été fait pour que l'évidence soit là. Vous êtes obligé de dire, ce n'est pas encore évident pour ne pas fâcher la grand-mère, ou alors par principe de précaution, je ne sais pas quoi, mais l'évidence est dans le cœur de chacun d'entre nous. Et donc, le tout reviendra. Et c'est là la grosse difficulté. Parce qu'un président qui accède au pouvoir, normalement, eh bien, il devait faire en sorte qu'il ait ce dégel-là. Il ne peut rien construire sur cette cendre-là qui couvre de braise, n'est-ce pas? Seulement, ça peut lui échapper. Organiser ce dialogue que demande le Parlement de la CEDEAO, ça peut lui échapper également. Donc, comment trouver la formule? Mais voilà, en même temps que s'il continue avec cette braise-là, ça peut ne pas l'amener à bon port. Ça peut, n'est-ce pas, susciter d'autres, comment dit-on, d'autres aventuriers ou même d'autres mouvements. Dans tous les cas, c'est pas possible qu'on puisse, n'est-ce pas, à moins qu'il y ait, à défaut d'assises, quelques signaux quand même envoyés, tels que la libération des prisonniers politiques, et même ceux qui sont emballés aujourd'hui dans cette histoire de coup d'État. On ne sait pas ce qui va advenir d'eux, parce que visiblement c'est très sérieux. On continue d'arrêter. Et moi, je ne dis pas qu'il faut arrêter, mais qu'est-ce que vous faites d'eux après? On peut les arrêter pour faire de la pédagogie. Mais si vous les arrêtez, que vous les jetez en prison, ça, vous continuez à noircir le tableau, n'est-ce pas? Donc, tout ça, il faudrait gérer ça après.
Donc, le pays aujourd'hui est sur une voie d'incertitude que personne ne maîtrise. Même lui, Fidèle Vaudouno, et moi, Dieu même sait que j'ai pensé à lui le dimanche 7 décembre là, parce que je me suis dit, mais Fidèle, moi je le connaissais. Je le connaissais pas, il avait d'autres opinions, carrément, il parlait comme nous, hein, hier. Et subitement, il est allé boire à une rivière là. Et depuis, il n'a plus quitté cette rivière. Il dort dedans. Il fait tout dedans. N'est-ce pas? Et il demeure quand même journaliste. C'est des métiers qu'il ne s'agit pas de Fidèle. Donc, c'est ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous avons tous la responsabilité de la paix dans ce pays. Parce que quand ça a chamboulé dans ce pays, le 7 décembre, comme j'ai demandé à Léon Komla aussi, eh bien, j'ai envie de savoir qu'est-ce que Fidèle a pensé. Il s'est dit que c'est fini. Quand il les a vus à la télé, bon, tout le monde a cru que bon, c'est eux qui ont pris le dessus, n'est-ce pas? Donc, cette responsabilité nous appartient à nous tous. Patrice Talon peut faire des erreurs et il fait beaucoup d'erreurs et il n'écoute pas. Il ne nous écoute pas. C'est pas nous qui lui parlons, qui lui voulons du mal. C'est pour éviter le 7 décembre. Justement, et c'est arrivé, c'est en cela que c'est déplorable et que sinon ça ne sert à rien, ces genres d'émissions, hein. Si on ne peut plus parler, si on doit venir parler... Comme Fidèle. Bon, je sais pas. Parler, dire... comme si c'est Talon qui est dans le studio. Non, ça ne servirait à rien. Bon, c'est vrai que ça nous permet de faire le débat, mais même le débat, vous voyez, moi, je sais même plus si ça sert à grand-chose. Fais mon baraque alors. Non, ça sert à beaucoup, Vigile. Dialogue politique, faut-il repartir à zéro? Cher ami Samuel, moi je suis ferme là-dessus. Je suis catégorique. J'accepte toutes les étiquettes, mais je suis catégorique là-dessus. Vous devez savoir que l'unanimité n'est jamais acquise. Nulle part ailleurs dans le monde que dans le Bénin. L'unanimité n'est jamais acquise. Et je ne voudrais pas que nous prêtions flanc à cette banalisation, me semble-t-il, d'une mutinerie de cette envergure. C'est dangereux. C'est dangereux. Je remercie mon grand frère, Vigile Arwanzé, d'ailleurs, il n'a pas le choix. C'est mon grand frère, donc c'est normal qu'il se préoccupe de mon sort. Non, je le dis sincèrement, autant que moi, je mets témoin. Non, je le sais. Autant que moi-même, je me préoccupais de son sort parce qu'un régime militaire, eh bien, ça ne connaît personne. Et tout le monde connaît. Et tout le monde connaît. Soit dit en passant, la propension de Vigile Arwanzé sur la critique. Ce n'est pas lui qui ferait un bon ami pour des militaires. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Cela dit, on ne peut pas banaliser ce qui s'est passé. Et c'est là où moi je remets en cause quelque peu les résolutions de la SAD, parce que ces résolutions n'ont pas parlé. Vous savez, moi j'ai lu, pas plus tard qu'hier, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur l'internet comme moi, du par le caractère de nos médias aujourd'hui. Vous avez vu qui on est en train de décorer, par exemple, au Niger, des activistes qui ont collé le Bénin, a dit aux fesses durant les premières minutes donc de cette tentative là, par exemple. Donc c'est dire que il faudrait pas banaliser. La menace n'était pas qu'intérieure. La menace, elle est aussi régionale, elle est extérieure. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord que nous puissions prêter flanc à cette menace seulement à l'aune de nos petites querelles à l'interne ici. Les enjeux sont d'une importance capitale à mes yeux, parce qu'on ne peut pas comprendre que nous soyons dans un contexte aussi difficile avec les pays de l'AES, où des activistes nous collaient aux fesses durant les premières heures donc de cette situation, et plus encore après, pour montrer que l'ordre constitutionnel n'a jamais pu être rétabli après ce coup de force là. C'est des choses qu'il ne faudrait pas banaliser selon moi. C'est des choses qu'il ne faut pas du tout banaliser, parce que si on analyse la situation seulement à l'aune de nos petites querelles internes qui ont de tout temps existé dans ce pays et qui ne nous ont pas permis de vivre ensemble, nous allons biaiser le débat. Donc, les menaces sont asymétriques aujourd'hui pour le Bénin. Je suis totalement d'accord là-dessus. C'est d'autant plus sérieux que nous ne pouvons pas prendre des résolutions sur l'émotion, prendre des résolutions sur les sentiments de l'heure, tabler sur le soulèvement de quelques éléments de l'armée, ma foi, de plus en plus porté et clairement aujourd'hui par des pays, en l'occurrence, appelons un chat, de l'AES, que vous le savez par rapport des intérêts
stratégiques ont intérêt à ce que le Bénin bascule dans cette merde-là, je m'excuse du peu, et qu'ils puissent donc découvrir leur accès à la mer et tout le reste. Vous pensez que ces gens-là se préoccupent, nous, de notre sécurité ici? Vous pensez qu'ils se préoccupent de notre pain? Vous pensez qu'ils se préoccupent de ce que les salaires tombent pour les fonctionnaires dans notre pays, comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui? Vous oubliez que le Bénin, ce pays que nous avons tous, a traversé tous les déserts. Dans les contextes les plus compliqués, crise économique mondiale comme régionale, la situation sécuritaire, on semble oublier que, eh bien, cette affaire-là est intervenue dans un contexte où le Bénin est en plein dans l'offensive au terrorisme dans une partie de notre pays. C'est-à-dire que moi j'ai un problème avec cette banalisation de ce qui nous est arrivé, que l'on puisse réduire cette gravité-là seulement à nos querelles. LD n'est pas allé aux élections. Si LD n'est pas allé aux élections, c'est le fait de LD. Nous avons tous suivi ici. Qui va nous dire le contraire par rapport... Je prends par exemple les élections, les candidatures pour l'élection présidentielle. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé au sein du parti LD. Nous avons lu c'est plus la trentaine ou bien combien de critères, la trentaine de candidats et tout ce qui s'en est suivi. Et bam, on nous sort quelqu'un qui n'avait... Mais on a tout suivi de tout ça là. On va dire que oui, c'est l'omniscient, c'est l'omnipotent Patrice Talon qui est allé à l'intérieur. On a suivi également le repêchage d'un démissionnaire du parti. J'en viens là. Nous sommes dans le jeu politique. Vous en parlez comme si c'est la première fois que ça arrive au Bénin. Moi, j'ai comme l'impression qu'on dramatise les choses aujourd'hui sous Patrice Talon, à qui on donne parfois même des pouvoirs, me semble-t-il, extraordinaires. C'est un peu comme si le mec, il rentre, je m'excuse du peu, comme si le président de la République rentrait dans la tête donc des opposants pour le FFR, des choses, et après on dit que non, soyons sérieux. Donc, je ne voudrais pas que nous tombions dans cette forme de banalisation de ce qui nous est arrivé. Et j'estime qu'il faut faire la part des choses, et bien clairement donc la part des choses, entre le débat politique et cet acte de délinquance qui a failli nous emporter tous le 7 décembre passé. Moi, j'estime que c'est deux réalités différentes. Et que les débats, si ils devraient avoir lieu, les cadres pour ce débat-là existent dans notre pays. Et ce qu'on dit de nous, de l'extérieur, nous sommes aussi, nous émettons aussi donc, des avis. Vous êtes opposé au dialogue politique à l'extérieur. Qu'est-ce que vous appelez dialogue politique large? Nous sommes dans un processus électoral. Vous voulez qu'on arrête le processus pour aller faire dialogue? Si on a fait face à une menace aussi majeure comme cette mutinerie dont nous parlons aujourd'hui, et que le chef de l'État a eu quand même, je ne sais pas, la lumière de dire non, tenons bon, continuons dans le processus électoral. Vous voulez maintenant qu'on prête flanc à cet acte de délinquance et qu'on arrête le processus pour faire débat. Maintenant, le débat se ferait avec qui? Moi, je demande. On va faire le débat avec qui? On me parle des démocrates. D'accord. Les démocrates, donc, ils avaient intérêt justement à ce qu'on attaque notre pays, à ce qu'on remette en cause tous nos efforts des 10, 20 dernières années, par exemple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je l'ai dit, je l'ai clairement identifié dans ma chronique avant-hier pour dire, mais ceux qui nous parlent de discussion là, ils n'ont qu'à clairement se constituer pour nous dire, oui, ils étaient instigateurs idéologiques, ils étaient instigateurs matériels de ce coup de force-là. Parce que si ils ne veulent pas tirer profit de cette situation, ils n'auraient pas soutenu, pour les quelques-uns que nous avons vus clairement, publiquement, applaudi ce désordre-là, par exemple. Alors, si c'est eux qui se positionnaient, parce que je n'ai pas encore eu d'avis clairement exprimé du Parti Les Démocrates, par exemple, voulant un dialogue à l'aune de ce fait-là, isolément, eh bien, j'estime qu'ils n'ont pas du tout intérêt. Alors, si c'est eux qui demandent ce dialogue, alors je dis, ils avaient donc intérêt et ils en ont certainement pour quelque chose dans ce qui nous est arrivé. Donc, il faut que nous fassions la part des choses par rapport à la réalité à laquelle nous faisons face depuis quelques temps, pour non pas forcément dire que tout va pour le meilleur au Bénin, mais pour dire que ce n'est pas le Togo qui nous ferait cette raillerie qu'on y prête les francs. Il n'y a pas match et les Togolais le savent. Rudolph Kall, dialogue politique avec qui et précisément sur quelle base? Comme le dit Fidèle Vaudonneau, est-ce que tout de suite on va commencer à parler de dialogue politique? Je pense que l'heure n'est pas à cela tout de suite. Oui, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il faut qu'on en arrive. Il faut qu'on y arrive. On est à un carrefour.
il faut s'arrêter pour prendre les bonnes décisions. Bon, quand Fidèle nous parle de banalisation, moi je ne sais pas, en tout cas moi dans mes propos je n'ai pas banalisé les coups d'État. J'ai fait un long développement pour parler de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée après le coup d'État et dans les pays de l'AES, ce n'est pas la joie là-bas non plus. Donc bon, je ne sais pas qui selon lui est en train de banaliser les coups d'État. Personne ne banalise les coups d'État. Moi je suis un journaliste qui a une vision globale de tout ce qui se passe dans cette sous-région, dans cette région ouest africaine. Je sais très bien ce que c'est qu'un coup d'État. Et pour que je rappelle un peu à Fidèle ce qui a conduit, par exemple, au coup d'État, comment dit-on, au Mali. Il y a eu des élections législatives qui ont été organisées en 2018. L'opposition a contesté les résultats issus de cette élection parce que visiblement, cette élection n'a pas été transparente. Même si elle a été libre, inclusive, les résultats n'ont pas reflété la volonté des urnes. Alors, l'opposition s'est organisée, a commencé à manifester. De 2018, le mouvement a grossi. Le pouvoir du feu président Ibrahim Boubacar Keïta a tenté de mater les manifestations, mais ça n'a pas cessé. Ils sont arrivés à un carrefour où le pays était complètement devenu ingouvernable pour le président et l'armée a profité, est entrée en jeu pour récupérer la colère populaire. Si les acteurs politiques s'étaient assis pour régler leurs problèmes, est-ce que ça aurait donné l'occasion à l'armée d'entrer en jeu? Parce que parmi les revendications évoquées par ces militaires-là pour faire leur coup d'État, c'est que la crise sécuritaire n'était pas bien gérée par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a ces élections, la tension politique dans le pays, que le pays s'était arrêté, qu'il fallait entrer en jeu pour libérer le peuple. Entre autres, c'était leurs arguments. Donc, il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé ailleurs. Nous avons une tentative de coup d'État au Bénin, mais il faut regarder autour de nous. La Guinée a fait un coup d'État. Le Mali a fait un coup d'État. Le Burkina a fait un coup d'État. Le Niger a fait un coup d'État. La Guinée-Bissau a fait un coup d'État. Et puis, il y a une tentative au Bénin. Bon, quand on en parle, et puis on parle de banalisation, nous avons évité le pire, cher ami fidèle. Il n'y a pas question de parler de banalisation. Le problème est sérieux. Personne ne banalise un coup d'État, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, en personnes intelligentes étant des êtres réfléchis, des êtres de raison, on doit s'arrêter et se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est en train de banaliser les coups d'État? Ceux qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme, on doit les écouter. On les écoute parce que, comme moi je le dis, si malheureusement ce coup d'État avait prospéré, il y a plein de personnes qui auraient fui le pays aujourd'hui parce qu'ils en ont les moyens. Et nous autres pauvres populations, on est obligés de subir le joug de ces putschistes-là s'ils arrivaient au pouvoir. C'est nous qui allons payer le plus les pots cassés. Les autres vont prendre leur argent et puis ils vont se casser parce qu'ils en ont la possibilité. Nous autres là. Bon, quand c'est comme ça et qu'on demande aux dirigeants, à la classe politique de trouver les moyens pour se parler, on ne va pas nous dire qu'on est en train de banaliser un coup d'État. Parce que, Fidèle, toi-même qui en parles aujourd'hui là, peut-être que tu serais en train de saluer ce coup d'État aujourd'hui si ça avait réussi parce que tu n'aurais pas d'autre choix. Tu ne pouvais pas dénoncer ça. Pourquoi les gens ne viennent pas le chercher? Non, on n'a pas dit la vérité. Peut-être qu'il aurait fait un éditorial pour féliciter les militaires, les pour dire qu'il est désormais avec eux. Non, c'est comme ça se passe. Il faut qu'on cesse cette hypocrisie-là parce que ça nous conduit tout droit dans le mur. Et je peux donner plein d'exemples sur les raisons qui ont conduit au coup d'État dans les autres pays. Quand ça s'est passé ailleurs et qu'on a vu, il faut éviter de prendre le même chemin qui a conduit les autres dans le décor. Il faut éviter de prendre ce même chemin. Moi, c'est tout ce que je veux. Les acteurs politiques ont intérêt à s'asseoir pour discuter. Parce que, je continue de le dire, les forces étrangères sont dans ce pays pour nous aider à maintenir, à sauver la démocratie, si vous le voulez. Mais je vous rappelle qu'il y a des forces étrangères en Guinée-Bissau, ça n'a pas évité un coup d'État. Les gens doivent tirer les bonnes leçons. Depuis 2012, la CEDEAO a prépositionné des militaires de l'organisation en Guinée-Bissau, mais ça n'a pas évité le coup d'État d'il y a quelques semaines. Donc,
Posons-nous les bonnes questions et cessons de jouer cette politique de l'autruche-là parce que ça ne nous arrange pas. Nous, là, on n'a pas les moyens extraordinaires quelque part. Quand ça va péter, on est obligé de subir ce qui va advenir. Donc, cher ami, il faut revoir votre discours, s'il vous plaît. Non. Je pense que, oui, Rudolph, je pense qu'on va nuancer. On va nuancer. La présence de forces étrangères dont vous parlez, ça m'a l'air un peu trop amplifié. Parce que c'est à croire que la force était là et pourtant nous avons été attaqués. Non. Je pense que vous le savez très bien. Ce n'est pas le cas. Maintenant, cette force au Bénin a un mandat bien précis. Vous le savez mieux que moi d'ailleurs. Cela dit, je ne voudrais pas passer pour celui qui fait. Quel est le mandat? Voilà, moi je connais pas le mandat. Je ne voulais pas. Je n'ai pas la parole officielle. Je n'ai pas la parole officielle. Vous avez tous suivi pour votre niveau d'information aussi bien à l'international. Je crois que ce n'est pas non, on sait dans quelles circonstances ces forces sont arrivées, mais c'est quoi leur mandat? Alors nous venons de traverser. De parcourir les communiqués aussi bien du Parlement de la CEDEAO que de la Commission. Je ne voudrais pas prêter flanc à cette diversion. Vous savez très bien de quoi vous parlez. Cela dit, je pense que il faudrait pas que je passe pour celui qui fait l'apologie de l'autarcie que vous m'attribuez là. Non. Moi, ma ligne, elle est claire. Elle est totalement claire, elle est bien claire. Je vous dis, quand vous analysez la posture de ceux qui nous sont apparus sur les écrans de la télévision nationale et que vous voyez les ramifications, parce que vous n'êtes pas prononcé, par exemple, cher Amika, vous n'êtes pas prononcé par rapport à l'influence étrangère dont j'ai parlé tout à l'heure. Pourtant, elle est déterminante. Vous n'avez pas parlé de l'influence du Niger, du Burkina. Vous n'avez pas parlé des accointances que nous relevons depuis quelques jours avec le Togo par rapport à ce qui nous arrive. Vous restez dans les causes au plan interne, au plan national. Je suis d'accord. Mais ces causes-là, nous en discutions dans notre pays. Il y en a même de très, très nouvelles, de très, très récentes. Vous parlez de la révision de la Constitution. On n'a même pas encore commencé véritablement le débat. En réalité, par rapport à cette révision-là. Même on si ne peut la Cour constitutionnelle donne le feu vert déjà. Oui, la Cour constitutionnelle, toutes les décisions de la République sont l'émanation du peuple, qu'on le veuille ou pas. Alors maintenant, on ne peut pas se prévaloir de ce détail-là pour justifier un coup de force, comme ce que nous avons observé. Non, il n'a jamais justifié. Personne ne justifie. Oui, c'est pourquoi je voudrais nuancer. On dit qu'on aurait pu éviter. C'est pour ça que je voudrais nuancer. Parce que il me semble réducteur de considérer ce que nous avons vécu là avec ces militaires comme c'est-à-dire l'élément qui doit être servi d'élément catalyseur pour le débat politique national. Non, c'est pas ça. Mais pourquoi vous feignez? C'est un peu comme si nous ne faisions pas le débat ici. C'est un peu comme si. Est-ce qu'on ne parlait pas, vous et moi, on ne parlait pas de ces sujets-là? Mais voilà, c'est ce que je dis. Avant les militaires, on ne parlait pas de ces sujets. Exactement. Donc pourquoi vouliez-vous que cet événement nous serve aujourd'hui de repère pour aller au dialogue. Pour aller au dialogue, un peu comme si le dialogue avait été rompu à un moment ou à un autre. C'est ça, moi, ce qui me pose problème. Mais ce que je dis, et j'en finirai, Rudolph, je finirai dans 30 secondes. Ce que je dis, c'est que il y a un problème au-delà de toutes les considérations dont j'ai parlé tout à l'heure, et en l'occurrence l'influence étrangère sur laquelle je voudrais bien que vous prononciez aussi. Il y a un problème d'éthique, quoi. C'est un peu comme si, vous et moi, nous sommes fâchés, nous prenons nos stylos, nous prenons nos claviers, nos ordinateurs, et on commence par tirer dans tous les sens. C'est un peu comme si les militaires sont fâchés, allez, ils prennent les armes, et puis ça y est. On ne peut pas tabler sur ces humeurs-là pour gérer un État. Je ne suis pas président de la République, je voudrais bien l'être un jour, mais je pense qu'on ne peut pas tabler sur ces humeurs-là pour décider de l'avenir d'un pays. En tout cas, pas uniquement sur ces mouvements d'humeur-là. C'est ce que je relève un peu dans mon discours, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'apologie de l'autarcie ou bien de l'exclusion. Non, pas du tout. Pas du tout, alors. Donc, je voudrais que cela soit bien clair. Vigile, avancez, on sort de ce studio par vous. Le gouvernement béninois a-t-il encore une marge de manœuvre politique sans remettre en cause les réformes déjà engagées quand on demande le dialogue politique? Samuel Fidel m'a interpellé. Donnez-moi quelques minutes pour lui répondre quand même. D'accord. Allez-y, Rudolph. Alors, Fidel a dit que je ne me suis pas prononcé sur les influences extérieures qu'il y a eu sur ce coup d'État. C'est évident que
l'un des principaux bénéficiaires, si ce coup d'État avait réussi, seraient les pays de l'AES. On n'a qu'à se dire la vérité. Ils ont actuellement leur combat, c'est que le Bénin tombe dans leur escarcelle pour qu'ils puissent, qu'ils soient d'accord, qu'ils l'acceptent ou pas, qu'ils puissent profiter de notre, comment dit-on, de notre façade maritime, tout au moins. Oui. Voilà, de notre ouverture sur la mer, parce que le chemin le plus sûr aujourd'hui pour relier ces pays de l'AES à la mer, c'est la voie qui passe c'est l'axe Cotonou-Niamey. Donc, si ça avait réussi et bon, que ça avait réussi, bon, ils allaient profiter de ça. C'est une évidence. Maintenant, moi, je ne parle pas trop de ces pays de l'AES parce que si on va éviter ce piège-là qui nous guette, ça dépendra de nous. Si on s'unit, on s'entend entre nous, c'est comme vous avez une maison. C'est comme si vous avez une maison et vous savez que les voisins vos voisins ne vous aiment pas. Vos voisins ne vous aiment pas. Si vos voisins ne vous aiment pas, ce qu'ils vont faire, c'est d'avoir quelqu'un à l'intérieur dans votre maison pour s'en servir, vous déstabiliser. Mais si vous arrivez à maîtriser tous vos enfants, toutes les personnes avec lesquelles vous vivez dans cette maison, vous pouvez être sûr que les voisins là n'auront pas la possibilité de vous déstabiliser. C'est pour ça que moi je ne parle pas trop de ces pays de l'AES là. Parce que si nous arrivons à nous attendre à l'intérieur, ils n'auront pas la possibilité de venir nous déstabiliser. On n'a qu'à régler nos problèmes avant de penser aux autres. C'est vrai, c'est une évidence. Ils vont profiter à 200% si le coup d'État avait marché. Mais heureusement pour nous, ça n'a pas marché. Mais pour qu'ils ne remettent pas une couche après, qu'est-ce qu'on fait? On évite de leur prêter, de prêter le flanc en trouvant une solution pour s'unir entre nous. C'est tout ce que moi je demande, cher ami fidèle. Donc, sur ce point, rassurez-vous, je ne fais pas de langue de bois, c'est pas mon habitude, mais il faut qu'on se dise les vérités dans ce pays, parce qu'on doit se sauver et cesser de jeter la balle à l'autre, quoi, de penser que notre malheur vient d'ailleurs. C'est ça. Oui, ce qui est difficile dans un tel débat, c'est comment être véridique. Parce que, en étant véridique, vous pouvez, n'est-ce pas, être assimilé à un laudateur de coup d'État ou ceci, cela. Mais la réalité est que... Ou un laudateur d'un gouvernement. Oui, non, oui, c'est dans tous les sens, c'est dans tous les sens. Mais la réalité est que, même si il n'y a pas, comme le dit Rudolph, des gens de la maison voisine qui sont en train de guetter des querelles à l'intérieur, eh bien, ces militaires-là, ces capitaines-là, ils sont formés dans les mêmes écoles. Dans les mêmes écoles, ils se connaissent, ils ont partagé des choses ensemble et se partagent l'actualité de leur pays au quotidien et se partagent des solutions sont manipulées parfois. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et n'oublions pas, si nous crions notre attachement à la démocratie, c'est parce que, eh bien, on n'est jamais à l'abri, jamais, quel que soit le type de démocratie, ce qui vous rend vous met un tout petit peu à l'abri, eh bien, c'est votre attachement aux règles démocratiques, un minimum. Et le dimanche 7 décembre nous aura révélé aux uns aux autres et surtout aux militaires, malheureusement, que c'est eux qui détiennent encore le pouvoir. Mais c'est ça la réalité. Parce que s'ils avaient penché d'un côté ou d'un autre, eh bien, la solution ou la situation aurait été autre chose. Malheureusement, c'est ça. Donc, ne faisons pas dans l'hypocrisie. Prenons conscience de ces réalités et, n'est-ce pas, proposons des solutions qui nous sortent d'affaires. Je sais que, eh bien, Patrice Talon, c'est sa nature, c'est sa psychologie, c'est sa personnalité. Il est très probable qu'il ne prendrait rien de tout ce qu'on lui suggère. Il est très probable. En tout cas, ça relèverait d'un miracle, n'est-ce pas, que ça soit ça. Mais si, eh bien, après son départ, parce que même ça, les gens en doutent, les gens en arrivent même à douter, n'est-ce pas, de son départ, et on vous dira, mais bref. Alors, la solution, c'est qu'il faudra un jour ou l'autre pouvoir se pencher sur
toutes ces situations-là pour sortir de cet engrenage. Merci à vous, Vigile Arancet, fidèle Vaudounon. Merci à vous, Rudolph Kall. Que dit la presse? C'est fini pour ce numéro. Retrouvez Casimir Oké pour l'émission de demain. 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 L'émission de demain.